Bonjour à tous, les futurs rentiers. Je suis très content de vous retrouver ici et vous imaginez pas quel plaisir c'est pour moi de me retrouver là, ici devant vous. Vous me connaissez un petit peu, donc certains ont déjà fait ma formation. Certains, je pense, vous me connaissez par Facebook, vous suivez un petit peu mes vidéos. Vous savez que je reviens d'un long voyage, j'ai été à peu près 2 mois à l'étranger, j'ai fait pas mal de pays. Vous me connaissez, j'adore voyager aussi, c'est un gros plaisir pour moi. C'est génial, j'adore voyager, je découvre de nouveaux endroits, je découvre de nouvelles cultures. À chaque fois, j'essaie de faire des expériences un petit peu différentes qui sortent un peu de l'ordinaire. Je prends un plaisir fou. Mais depuis mi-août, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer pour me retrouver là devant vous en conférence, parce que là où je prends le plus mon pied, où je prends le plus le plaisir, c'est là, ça me retrouver là devant vous, à transmettre un maximum de ce que j'ai. Et c'est pour ça que je suis super content de me retrouver ici, devant vous. Alors, on a un programme chargé aujourd'hui, j'espère que vous êtes venus avec toute votre tête et toute votre énergie, parce que vous allez emmagasiner un maximum d'informations. On va avoir des professionnels super intéressants. Donc, aujourd'hui, on a 6 intervenants. Donc moi compris, donc on va démarrer par Maître Ginez, Franck, que vous avez tout au fond, il va arriver d'ici une petite minute, qui est avocat au barreau de Grasse. Ensuite, j'ai inversé, on fera la pause un petit peu avant, comme ça vous pouvez vous désaltérer, jus de fruits, eau, vous aurez de quoi manger, etc. Ensuite, on aura Caroline Artaud, qui est marchand de biens. Ensuite, on aura Pierre Coutouli, qui est directeur d'agence bancaire à Nice, caisse d'épargne. On aura le déjeuner, donc vous pourrez faire rafraîchir un petit peu les cerveaux et vous remplir le ventre. Ensuite, on aura Raphaël Carteni, si vous le connaissez, c'est un blogueur investisseur, un jeune super intéressant. On aura Thomas Rebaud, expert comptable, et puis on finira par moi-même sur une intervention. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on est déjà un petit peu en retard. Je pense que vous avez qu'une hâte, c'est de prendre toutes les informations, tout ce qu'on a à vous donner. Donc je vais laisser intervenir Maître Ginez, Franck, qui va vous parler de beaucoup de choses intéressantes, qui va vous parler de tout le parcours juridique d'un propriétaire immobilier. Et il va vous donner plein d'astuces super intéressantes. Bonjour à tous. Alors j'ai l'insigne honneur de vous gonfler un petit peu pendant 1 heure sur voilà, un domaine qui est particulièrement rébarbatif, qui est le droit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de vous en 1 heure des juristes aguerris. Évidemment, ce que je souhaitais faire, c'est surtout balayer avec vous en fait ce que pourrait être le parcours juridique du propriétaire immobilier, du propriétaire investisseur immobilier, quels vont être les intervenants qui vont croiser votre route, quels vont être aussi les concepts juridiques auxquels vous allez être confrontés dans le cadre soit d'un investissement immobilier, soit d'une location, soit d'une vente, soit d'un achat. Donc moi aujourd'hui je vais essayer de balayer, alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail des concepts juridiques, c'est assez touffu. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de balayer le plus de domaines possible, et bien sûr ensuite je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous jugerez utile de me poser. Pour ma part, 2 concepts qui sont excessivement importants lorsque vous abordez le domaine de l'immobilier, c'est la prévoyance et la prudence. Alors la prévoyance, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, pour ma part, la prévoyance, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de souscrire une assurance protection juridique. Et je veux dire, c'est complètement hallucinant de se priver de cet outil qui me paraît absolument formidable. Pourquoi? Parce que l'assurance protection juridique, déjà, première différence, l'assurance protection juridique et l'assurance défense recours. Alors, la défense recours, c'est, j'allais dire, la garantie un petit peu cheap. Donc, vous avez votre assureur, vous êtes confronté à un problème juridique, vous êtes confronté à un procès, vous voulez engager un procès, vous voulez avoir des conseils, vous voulez transiger avec un adversaire. La compagnie d'assurance, dans le cadre de la défense recours, va se substituer à vous et finalement mener la transaction à votre place, avec des garanties qui sont excessivement limitées. La protection juridique, quant à elle, c'est une garantie qui est complète. Et c'est excessivement important. Alors, bon, si c'est plafonné pour les honoraires d'avocat, c'est dommage pour vous. Mais, par exemple, dans le cadre d'une expertise judiciaire, je prends, j'allais dire, le cas d'école, on fait un investissement immobilier, et puis on se rend compte que une fissure par-ci, fissure par-là, la fissure commence à s'élargir, ou alors on a un problème d'étanchéité au toit, etc., etc. On va faire une première déclaration de sinistre auprès de son assurance habitation.
elle va payer un peintre pour cacher la misère, et le problème de fond ne sera pas réglé. L'assurance protection juridique vous permet quand même de prendre en charge, l'assurance va prendre en charge les frais d'expertise. Une expertise judiciaire, c'est quand même entre 10 et 15 000 euros, c'est excessivement important. Vous n'avez absolument pas de plafond, vous avez un plafond qui est excessivement haut pour les garanties de protection juridique. Donc aujourd'hui, il est quand même relativement idiot de se priver de cet outil, d'autant que les cotisations sont vraiment peanuts. Par an, vous avez des assurances protection juridique, 15, 20 euros, 30 euros, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment idiot de s'en priver. Donc l'assurance protection juridique, très important. Alors, je ne vous demande pas de sortir de la salle et d'aller en souscrire une. Ben non, vous allez déjà faire un petit audit de vos contrats pour voir déjà, pour vérifier si, comme M. Jourdain, vous n'avez pas finalement souscrit une protection juridique sans le savoir. Alors faites quand même un petit audit de vos contrats pour savoir si cette assurance protection juridique a été souscrite, et si elle ne l'a pas été, dépêchez-vous de la souscrire. Alors la prudence, c'est surtout, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'information. Alors l'information, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des hoax, on est à l'heure des fake news. Alors moi, je cite toujours ce petit exemple. Alors, je suis une procédure judiciaire pour un client, puis le client vient très énervé me voir, mais maître, attendez, vous ne m'avez pas parlé de cette loi, on aurait pu la faire valoir devant le juge, et je considère que j'ai été mal défendu. J'ai dit, oui monsieur, si on avait été en Belgique, sans problème. Le texte de loi qui m'avait mis sous le nez était un texte qui se rapportait à la réglementation belge, et évidemment, qui n'avait pas cours dans le procès qui nous occupait devant les juridictions françaises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tas d'informations qui sont disponibles sur Internet, il y a des tas de ce que j'appelle les charlatans du droit, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner un certain nombre d'informations qui parfois sont complètement erronées. Donc, c'est vrai, moi je fais le mea culpa de la profession, c'est vrai que l'avocat, c'est un concept un peu poussiéreux, un type en robe qui va défendre des criminels, des violeurs d'enfants et que sais-je. Alors, je fais le mea culpa de la profession parce que c'est vrai qu'on a du mal, c'est vrai, à parler de nous. Alors, on parle pour les autres tout le temps, mais on a du mal à parler de nous. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas Harry Potter, je n'ai pas une baguette de sureau, je ne suis pas non plus pompier, je ne suis pas là pour éteindre un incendie. Je veux dire par là que lorsque vous avez un problème, n'attendez pas le dernier moment. Allez voir un avocat pour avoir le conseil adapté. Et vous verrez qu'avoir un conseil adapté avant l'inondation ou avant l'incendie, bah, ça peut quand même vous permettre d'économiser pas mal d'argent. Et c'est pas si cher qu'on croit. C'est pas si cher qu'on croit. Lorsque je reçois des clients en consultation, on est entre 100 et 200 euros hors taxe. Lorsque je reçois des clients pour mener une procédure ou les défendre devant les tribunaux, on est plus entre 2000, 5000, voire l'infini et au-delà. Puisque je ne sais pas si le procès va partir en appel, en cours de cassation, et que sais-je. Alors, la prudence, c'est faire le tri dans les informations qui vous sont dispensées, surtout s'adresser aux bonnes personnes. Bien sûr, je plaide pour ma chapelle aujourd'hui, mais enfin, on n'est pas les seuls professionnels qui puissions donner des conseils dignes d'intérêt. Les notaires, les agents immobiliers, le notaire n'est pas là forcément que pour passer les actes de vente soumis à publicité foncière, il peut aussi vous donner des conseils en matière de fiscalité, des conseils en matière d'imposition de plus-value. Les agents immobiliers, pareil, c'est quand même des professionnels qui sont aptes à vous donner les informations nécessaires. J'ajouterai également que, avocats, notaires, agents immobiliers, on est tous assurés. C'est-à-dire, l'erreur est humaine, on peut faire une bêtise, on peut faire une erreur d'appréciation, on peut faire une erreur de jugement, mais on est assuré. Donc je veux dire, on répond devant vous des erreurs qu'on peut éventuellement commettre, ce qui ne sera pas le cas, bien évidemment, des informations que vous retrouvez sur Internet. Alors, s'entourer de professionnels compétents et s'informer, alors,
L'information disponible aussi, lorsque vous faites le choix d'investir dans un bien immobilier, elle n'est pas seulement sur Internet. Vous avez des tas d'informations qui sont disponibles auprès des administrations. Alors ce qu'il vous faut, la plupart du temps, c'est l'adresse du bien. Vous avez l'adresse du bien, vous allez vous renseigner à la commune d'implantation du bien et vous allez récupérer les informations cadastrales. Avec ces références cadastrales, vous allez pouvoir vous rendre au service de publicité foncière, l'ancienne conservation des hypothèques, auprès de toute recette des impôts, et vous allez, à un moment donné, lever une fiche d'immeuble. Donc qu'est-ce que ça veut dire lever une fiche d'immeuble? Eh bien, on va renseigner l'adresse du bien, les références cadastrales, on paye 12 € plus 2 € pour le retour de la fiche. En tout, ça vous a coûté 14 € et vous avez la carte d'identité du bien. Alors la carte d'identité du bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez finalement la succession des acquisitions et des ventes avec les prix et avec les garanties qui ont pu être prises lors de ces transactions. C'est des informations qui sont quand même excessivement importantes. Et ces informations-là, lorsque vous allez signer par exemple un compromis de vente, vous n'aurez aucune autre information que ce qu'a bien voulu vous donner le vendeur. C'est quand même relativement embêtant, lorsque vous vous retrouvez à 3 semaines de la réitération de l'acte, vous allez chez le notaire, et bien 3 semaines avant, on a levé une fiche d'immeuble. 3 semaines avant, voire 1 mois pour les plus prévoyants. Je veux dire, à 1 mois de la date de signature définitive de l'acte, ben, vous vous retrouvez à avoir des informations que vous auriez quand même préféré avoir largement avant. Donc l'information, elle est disponible. Elle est disponible. Après, il faut savoir la trouver. Alors, j'ai envisagé 2 hypothèses. Alors, avant l'acquisition, vous allez rencontrer un certain nombre d'intervenants. Alors, le premier, qui me paraît quand même le plus important, c'est quand même l'agent immobilier. Alors, l'agent immobilier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un professionnel évidemment assuré. Il va, la première fois que vous allez le voir, bien sûr, vous allez vous enquérir de son portefeuille et vous allez choisir de visiter un bien. Donc il va, la plupart du temps, vous faire signer ce fameux bon de visite. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bon de visite en lui-même ne motive pas et ne va pas entraîner automatiquement un droit à rémunération pour l'agent immobilier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez 2 types de mandats. Vous avez le mandat simple, donc vous avez la possibilité donc, de charger l'agent immobilier de chercher un bien à votre place. Ce mandat il est simple, donc vous avez tout à fait la possibilité de multiplier les mandats en fonction des différents agents immobiliers, des différentes agences immobilières avec lesquelles vous avez des affinités. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mandat exclusif, il ne peut durer que 3 mois. Au bout des 3 mois, vous avez la possibilité de le résilier moyennant un délai de préavis de 15 jours que vous devez envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. Alors parfois c'est vrai, les gens ne le savent pas, ils pensent que la résiliation se fait avec un petit mail, pas du tout. C'est entouré, c'est quand même encadré par des textes qui sont excessivement précis. Donc lettre recommandée avec accusé de réception pour mettre fin au mandat de l'agent immobilier. Alors ce qu'il faut également noter, c'est que depuis la loi Allure, vous en avez peut-être entendu parler, cette loi qui est intervenue en 2014 et qui a un petit peu bouleversé le droit immobilier. Alors, ce qu'il faut bien retenir également, c'est que l'agent immobilier, lorsqu'il communique par voie de publicité, par voie d'annonce dans la presse, il doit obligatoirement faire mentionner la rémunération TTC qui pourrait être perçue lors de sa mission et à qui va être imputée cette rémunération. Et la sanction, c'est quand même une sanction pénale, donc c'est pas rien. Le législateur a voulu un petit peu mettre le holà un petit peu par rapport aux abus qu'il avait pu constater, et notamment dans le cadre d'une protection toujours plus accrue du consommateur. Alors, l'agent immobilier, comme je vous l'ai dit, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui doit mener sa mission avec loyauté et fidélité, c'est quelqu'un qui doit faire preuve, évidemment, de diligence, et il a, ce que peu de gens savent, il a un devoir de renseignement et de conseil. Alors, ce devoir de renseignement et de conseil, la Cour de cassation, très récemment, en 2015, a quand même
gonfler, j'allais dire, cette obligation d'information. Il doit, dit la Cour de cassation, s'informer pour informer. Donc c'est-à-dire que si l'agent immobilier, lorsqu'il vous fait visiter par exemple une villa, une maison d'habitation, etc., vous l'achetez, vous vous retrouvez avec un petit peu d'eau dans votre salon, forcément vous êtes embêté, vous allez, premier réflexe c'est bien sûr de mettre en cause la responsabilité de votre vendeur, mais il faut savoir que l'agent immobilier a sa part de responsabilité. Parce que la Cour de cassation considère qu'il aurait dû, il aurait pu, et il aurait surtout dû s'entourer de professionnels compétents pour déterminer s'il n'y avait pas un problème sur la toiture. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, on est sur la protection inextinguible du consommateur, et donc même l'agent immobilier, qui était quand même, j'allais dire, menu fretin, hein, quand même, on allait forcément taper sur le vendeur, on allait taper sur le notaire, mais rarement sur l'agent immobilier, sauf bien sûr dans les cas bien compris de faire péter la commission. Et j'en viens au droit à rémunération de l'agent immobilier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que seul le mandat écrit peut, dans certaines conditions, donner lieu à un droit à rémunération de l'agent immobilier. Donc je vous dis donc que ce mandat écrit est excessivement important, il va motiver le droit à rémunération de l'agent immobilier, mais il faut au surplus que les diligences de l'agent aient été essentielles dans la réalisation de la vente. Et enfin, troisième condition, et qui n'est pas les moindres, il faut un acte signé par les parties contenant l'accord des parties sur le montant de la rémunération de l'agent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'agent immobilier aura droit à sa rémunération. Longtemps, c'est vrai, on a assisté à des contentieux absolument fous sur le traitement direct. Alors on va visiter un bien par le biais de l'agent immobilier, et puis finalement, après avoir récupéré les coordonnées du vendeur, on va traiter directement avec lui. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si un mandat a été écrit et si un bon de visite a été signé par vous-même, vous êtes cuit, vous êtes cerné. Le droit à rémunération de l'agent immobilier est indiscutable. Alors, également, je voulais vous indiquer également que le mandat donc, de l'agent immobilier, c'est un papier qui est excessivement important. Lorsque vous allez le signer, lisez-le. Lisez-le, c'est une page recto verso, c'est pas un contrat avec des clauses police 5. Donc c'est un papier qui est excessivement important parce qu'il peut contenir une clause pénale et on peut arriver dans certains cas, c'est quand même excessivement rare, mais ça peut arriver, on peut arriver dans certains cas, et la jurisprudence là, de la Cour de cassation est très claire là-dessus, c'est la liberté du contrat. Donc si l'agent immobilier dit, bah oui, moi je suis désolé, mais mon droit à rémunération, eh bien, il est toujours valable, quand bien même vous n'aurez pas conclu la vente. Eh bien, ça, c'est une clause qui est régulière. Vous avez signé, vous êtes mort. Donc, lisez très attentivement le mandat que vous fait signer l'agent immobilier. Très important également, le mandat exclusif doit vous être remis, la copie doit vous être remise immédiatement. La loi prévoit que l'agent immobilier qui fait signer un mandat exclusif doit vous en remettre une copie immédiate sous peine de nullité du mandat. Alors après, il faut rester très prudent avec cette nullité, puisque ça va être à vous de prouver que vous n'avez pas eu la copie du truc. Autant vous dire que c'est le rapport d'une preuve qui est impossible. Alors maintenant, on va passer sur le bien. Alors le bien, il y a, comme je vous l'ai dit, vous avez des informations disponibles, vous pouvez vous renseigner sur l'antériorité du bien, à qui il a appartenu, est-ce qu'aujourd'hui il fait l'objet d'une indivision successorale, est-ce qu'il est grevé d'une hypothèque qui risque d'être plus importante que le prix de cession. Toutes ces informations, elles vous sont disponibles et largement avant la signature du compromis de vente. Donc ne vous en privez pas. Alors, au niveau de l'antériorité du bien, c'est vrai que je cite toujours le même exemple. C'est un
c'est un client qui avait acheté une petite maison d'habitation et qui se retrouve avec ce petit jardinet où il veut faire son petit potager. Et puis le problème, c'est qu'il n'est pas clôturé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une déclaration de travaux et puis il va clôturer son petit bout de jardin. Et le problème, c'est que le voisin avec lequel il est en bisbille, avec pour un problème de fosse septique, que sais-je, ben, le voisin lui dit, écoutez, vous ne pouvez pas clôturer. Quoi? Je suis chez moi? Ben non, vous n'êtes pas chez vous. On va voir le notaire. Non, monsieur, vous avez acheté, vous êtes chez vous. Ben, pas du tout. Il n'était pas chez lui, il était soumis à ce qu'on appelle un PATEC. Alors, qu'est-ce que c'est un PATEC? On est en Provence, donc ce n'est pas, j'allais dire, un cas d'école, hein, je vous dis, alors notamment lorsque vous avez l'intention d'investir dans une maison d'habitation un petit peu à la campagne, etc. Alors, je pense notamment aux communes de Tanon, Roquebrune, etc. Vous avez, alors c'est un vieil héritage du droit romain, hein, vous avez le vieux paysan qui a sa ferme, ses dépendances, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants, et il ne veut surtout pas qu'à sa mort, le bien soit divisé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer qu'il y a un certain nombre d'installations qui vont rester communes à sa progéniture. Alors ça peut être l'ancien four à pain, ça peut être l'ancienne aire de battage pour les animaux, ça peut être la meule pour faire l'huile d'olive. Enfin, quoi qu'il en soit aujourd'hui, bah, même si ces installations ont complètement disparu, eh bien, la propriété du sol ne vous appartient pas. Vous faites l'objet d'une indivision perpétuelle. C'est-à-dire que pour vendre la parcelle de terrain qui fait l'objet du PATEC, eh bien, il vous faut l'accord de tout le monde. Et lorsque j'ai pu essayer de mettre en cause la responsabilité du notaire, bah, le problème c'est que le notaire, il vous dit, moi j'ai une obligation trentenaire. C'est-à-dire que lui doit s'assurer, j'allais dire, de la légalité de l'acquisition 30 ans avant la vente. Il peut remonter 30 ans avant la vente et il vous donne les informations sur, j'allais dire, le passé du bien 30 ans avant son acquisition. Sauf que le PATEC, bah, lui, il datait du cadastre napoléonien, 1843. Il était peut-être même largement antérieur à 1843. Donc, impossibilité de mettre en cause le notaire, impossibilité de mettre en cause le vendeur, vous vous trouvez coincé. Alors, c'est pour ça, il y a aussi des éléments d'information que vous pouvez obtenir dans le cadre de ce problème. Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie, un petit peu les vieux du village, etc., pour voir un petit peu quel était le passé de ce bien, pour éviter de vous retrouver dans ce type de situation. Vous avez également les dommages apparents du bien. Il peut y avoir une petite fissure, un truc à machin. Il est essentiel, évidemment, de le signaler pour que ça soit, évidemment, que ça fasse l'objet d'une clause dans le compromis de vente et éventuellement d'une clause dans l'acte authentique. Vous avez également, lors de, j'allais dire, l'audit du bien, bien évidemment, vous avez ces diagnostics énergétiques, etc. Je ne rentre pas dans les détails, bien évidemment. Vous avez des professionnels pour ça, qui vont s'assurer que ce bien est libre de tout vice. Alors maintenant, on va aborder le cas de l'achat. Alors, vous avez pris votre décision, vous avez signé votre compromis de vente. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire du bien? Est-ce qu'on l'achète pour sa résidence principale? Est-ce qu'on l'achète pour une résidence secondaire? Est-ce qu'on l'achète dans le cadre du statut de marchand de biens? Est-ce qu'on l'achète dans le cadre de la constitution d'une société civile immobilière? C'est quand même des questions qu'il va falloir se poser. Alors la résidence principale, ben là, il n'y a pas véritablement de risque. Vous êtes dans le cadre d'une exonération totale de plus-value lors de la vente. Alors ce qui n'est pas le cas évidemment de la résidence secondaire, sauf si il s'agit de votre première vente. Il s'agit de votre première vente, vous avez une exonération de plus-value. Sinon, lorsque vous achetez un bien en résidence secondaire, alors déjà, vous avez l'imposition des plus-values qui se fait de la 6e à la 21e année, alors à 6% sur l'impôt sur le revenu, donc par année de détention, d'accord?
et avec 1,65% de prélèvements sociaux. Au-delà de la 21e année, à compter de la 22e année, vous avez une imposition de 4% et au taux des prélèvements sociaux, 1,60%. Et au-delà de la 22e année, vous avez une exonération au titre de l'impôt sur le revenu, au titre de la plus-value, hein, évidemment. Les prélèvements sociaux restent à 9%. Et enfin, au-delà de la 30e année, là, c'est l'exonération de plus-value totale sur la vente de votre bien en résidence secondaire. Vous pouvez également opter pour le statut de marchand de biens. Attention à ce statut. Le statut de marchand de biens, ça veut dire que vous êtes commerçant. Vous êtes commerçant avec toutes les obligations qui pèsent sur vous et qui sont posées par le Code de commerce. Vous avez donc évidemment la problématique de la TVA, la récupération par récupération. Le statut de marchand de biens, c'est quand même un statut qui est excessivement particulier, qui peut être intéressant, mais qui peut être également jonché de choses trappes. Alors je ne vais pas rentrer évidemment dans tous les détails du statut de marchand de biens, en sachant évidemment que ce marchand de biens, c'est un commerçant comme les autres. Donc attention à ce statut, puisqu'il impose évidemment des obligations à votre charge, des obligations fiscales, des obligations de déclaration, des obligations de récupération et de déduction de TVA. La SCI, c'est vrai que ça c'est un petit peu la société civile immobilière, on l'a entendu un petit peu à toutes les sauces. Alors, quand acheter en société civile immobilière? Alors déjà, pour acheter en résidence principale, je ne vois pas trop l'intérêt. L'intérêt de la société civile immobilière, alors, soit c'est se grouper finalement pour, j'allais dire, optimiser notre capacité d'investissement et pouvoir investir dans un bien qui soit plus important. En termes, bien sûr, de valeur, en termes de surface, etc., etc. Ça vous permet également d'échapper au système de l'indivision. L'indivision, nul ne peut rester contraint de rester dans l'indivision. On peut se retrouver avec quelqu'un, si vous voulez vous acheter à plusieurs, vous n'avez pas fait de société civile immobilière, et puis quelqu'un veut partir. On est obligé de vendre le bien. C'est comme ça. Et enfin, et ça à mon avis c'est l'avantage principal de la société civile immobilière, c'est l'allègement des droits de succession par le démembrement des parts. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une société civile immobilière qui acquiert un bien. Vous êtes titulaire vous-même de parts sociales de cette société civile immobilière. Vous ne détenez pas, vous, à titre personnel, le bien. Vous le détenez par le biais d'une fraction de parts sociales constituant le capital de la société civile immobilière. Donc, vous ne vendez pas le bien, vous vendez des parts sociales. Et les droits d'enregistrement et la fiscalité appliquée à la cession de parts sociales n'a rien à voir avec la fiscalité qui est appliquée en matière de cession. Donc ça, il faut bien le comprendre. Le démembrement des droits de propriété, qu'est-ce que c'est? La nue-propriété, l'usufruit, vous avez dû en entendre parler. L'usufruitier, lui, se paye sur les fruits du bien. Et on peut très bien imaginer que vous avez envie de donner ce bien à vos enfants et vous allez démembrer les parts sociales de la société civile immobilière en vous réservant l'usufruit, en sachant qu'à votre décès, l'usufruit rejoint la nue-propriété et votre enfant devient pleinement propriétaire des parts sociales du bien sans avoir à subir une fiscalité qui soit trop importante. Je passe rapidement, on pourrait faire une formation de 10 heures sur la société civile immobilière, mais on est là un petit peu pour balayer toute la problématique du parcours juridique du propriétaire immobilier. Alors, après l'achat, vous retrouvez donc avec votre bien immobilier, vous êtes super content, etc. Et puis vous retrouvez un petit peu dans le cas de cette cliente qui achète cette petite maison magnifique, elle veut y faire des chambres d'hôtes, et puis alors le bien est absolument magnifique, hein, il est dans une petite forêt, vous avez la façade qui est entourée de lierre, etc. Alors là, dès que vous voyez du lierre sur une façade, très mauvais signe. D'accord? Parce que quand elle a commencé à couper le lierre et qu'il se retrouve avec des fissures comme ça, forcément, elle s'est retournée contre son vendeur. Et elle se retrouvait contre son vendeur sur la législation des vices cachés. Et elle va faire un certain nombre d'investigations, elle va se rendre compte que le bien qu'elle a acquis
ben, il a fait l'objet d'une reprise en sous-œuvre. Qu'est-ce que c'est une reprise en sous-œuvre? Eh bien, le tassement géologique qui fait qu'une partie de la maison est construite sur un terrain argileux et une autre partie qui est construite sur un terrain calcaire. Alors le problème, c'est qu'avec les mouvements, la sécheresse, etc., ben, la maison se casse en deux. Une partie de la maison avait fait l'objet de reprise en sous-œuvre par l'objet de micropieux, et ben, malheureusement, une seule partie de la maison avait été consolidée, donc la maison se cassait encore plus. Elle s'est retrouvée finalement déboutée de l'intégralité de ses actions dans la mesure où elle n'avait pas pris le soin d'étudier les documents qui lui avaient été donnés, et notamment ces documents qui justifiaient, j'allais dire, les travaux de reprise en sous-œuvre. Donc cela ne pouvait pas rentrer dans la problématique des vices cachés. Le vice caché, qu'est-ce que c'est? C'est un défaut caché, donc évidemment, différence avec les dommages apparents, qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que vous n'auriez pas acquis, ou du moins pas au même prix. Donc le vice caché, bien évidemment, ça implique évidemment la preuve. Il faut bien évidemment donc apporter que la preuve que le vice vous était caché au moment de la vente, ou du moins que l'ampleur de ce vice ne vous était pas connue au moment de la vente. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec une fissure esthétique et finalement révélatrice d'un problème beaucoup plus important de fondation. Donc, ce vice caché vous est aussi ouvert lorsque cette micro-fissure finalement se retrouve être une fissure beaucoup plus grave et un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, les règles en la matière sont très précises. Vous avez 1 an pour agir, pas un jour de plus. Vous n'avez pas un jour de plus pour agir au fond contre le vendeur en vice caché. Alors, il faut mettre ceci en parallèle avec le droit de la construction. Je sais que je balaye un petit peu tout très largement, mais il faut également s'attarder un petit peu sur l'acte de construire. Alors, l'acte de construire, c'est pas forcément, vous avez acheté un terrain et vous voulez construire une maison. Non, vous avez acheté une maison et vous voulez l'étendre. Ou alors vous voulez construire un garage, une dépendance, etc., etc. Et cet acte de construire, il est excessivement important parce qu'il met à la charge du constructeur un certain nombre d'obligations. Une obligation contractuelle, bien évidemment, il faut qu'il mène sa mission dans les règles de l'art. Vous avez également si jamais il y a des problèmes de finition, une garantie de parfait achèvement. C'est-à-dire l'année qui suit la réception des travaux, vous pouvez dire au constructeur, vous me devez cette garantie de parfait achèvement, donc je vous demande de faire la reprise des travaux, et si dans les 15 jours vous ne l'avez pas fait à la suite de la réception, vous n'êtes recommandé avec accusé de réception, restez sans effet de votre part, je vais faire les travaux par une autre société et je vais vous envoyer la note. C'est possible. Donc, ces vices de construction, vous avez également des assurances, bien évidemment. Le constructeur, et c'est le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous entreprenez un acte de construire, c'est demander la garantie décennale. Alors vous en avez sûrement entendu parler de cette assurance garantie décennale. C'est l'assurance obligatoire que doit souscrire tout constructeur. Et cette garantie décennale, elle ne joue pas évidemment dans tous les cas. Il faut que lors de la réception des travaux, c'est-à-dire lorsque vous prenez la décision de réceptionner les travaux finis, d'accord, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir des réserves, il peut y avoir un coup de peinture là, un truc, etc. Donc, l'acte de construire, le constructeur vous doit donc cette garantie décennale qui part de la réception jusqu'à 10 années. Il faut bien sûr que le dommage soit assez important, qui rende soit l'ouvrage impropre à sa destination, ou qui ait des vices tels qu'il forcément vicie la destination du bien. Il est bien certain que lorsque vous achetez une maison, elle n'a pas vocation forcément à prendre l'eau. Donc évidemment, là également, la garantie décennale peut agir. Alors, la Cour de cassation en 2015
a quand même élargi l'application de ce qui est l'article 1792 du Code civil, puisque, à défaut de réception, bah, si vous êtes en bisbille avec votre constructeur, vous ne voulez pas réceptionner les travaux. L'ouvrage ne vous plaît pas, vous ne voulez pas réceptionner les travaux. Donc, la Cour de cassation a prévu que les 10 ans peuvent courir à compter de la découverte du dommage. Donc c'est excessivement important. Je vais également passer très rapidement sur l'expertise. Bien évidemment, le vice caché implique la preuve, et lorsque eh bien, vous n'êtes pas un ingénieur béton, vous n'êtes pas un constructeur, vous n'êtes pas un maçon, eh bien vous devez quand même recueillir un certain nombre de preuves pour faire la preuve justement du caractère caché du vice et de l'ampleur du vice, qui va motiver soit l'action de la garantie décennale, soit la responsabilité du contrat que vous doit le constructeur. Alors l'expertise judiciaire, comme je vous l'ai dit en préambule de mon intervention, c'est excessivement cher. Si vous n'avez pas souscrit une assurance protection juridique, je peux vous dire que vous allez la sentir passer, l'expertise judiciaire. Parce que même si vous avez finalement au bout du compte raison, si vous remportez le procès, le problème c'est que vous êtes en demande. Donc vous allez avancer les frais d'expertise. Et ces frais d'expertise, si vous gagnez, vont vous être remboursés peut-être 5, 6, 7, 8, 10 ans après. On n'en sait rien. D'accord? Donc encore une fois, et au risque de me répéter, la protection juridique c'est excessivement important. Alors la réparation du préjudice du vice caché, très rapidement, il s'agit eh bien, soit de la résolution de la vente, écoutez, moi je vous rends le bien, vous me rendez l'argent, et puis c'est marre. La résolution de la vente avec dommages et intérêts, si on considère que le vice caché, ce vice il n'était pas si caché que ça, et que le vendeur en avait connaissance. Là, dans ce cas-là, c'est le seul moyen que vous avez de cumuler avec des dommages et intérêts. Et vous avez également la possibilité de conserver le bien, mais de dire, attendez, moi il y a un vice, moi qui me fait faire des reprises en sous-œuvre à hauteur de 80, 100, 150 000 euros, moi je suis désolé, on va baisser d'autant le prix que je vous ai payé à l'origine. C'est ce qu'on appelle l'action en réfaction du prix. Je vais passer rapidement également sur les charges de copropriété. Alors là, on sort évidemment de la maison d'habitation, vous achetez ce petit appartement qui vous plaît tant, et puis vous vous retrouvez soumis évidemment au régime de la copropriété. Alors, est-ce que vous êtes familier de ce régime ou pas? Est-ce que vous en connaissez les grandes lignes? Pas du tout. Alors, la copropriété, c'est très simple. Vous vous retrouvez en démocratie, avec les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que la majorité a toujours raison. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, il ne reste plus qu'à faire un recours contre les décisions de l'Assemblée générale. Ce qui est très important dans le concept de copropriété, c'est la différence entre les parties communes et les parties privatives. Parties privatives, c'est votre intérieur. Les parties communes, canalisation, les murs porteurs, etc., etc. Mais là où vous devez effectivement vous renseigner de manière pleine et entière, c'est ce que j'appelle la Bible de la copropriété. C'est le règlement de copropriété. Et ce règlement de copropriété, il est aussi, on peut le trouver chez le syndic, etc., etc. Donc ce règlement de copropriété, c'est l'acte de naissance de la copropriété. C'est excessivement important. Il va déterminer, et c'est la loi des parties, c'est un contrat. Lorsque vous achetez votre appartement de copropriété, vous devenez contractant de ce règlement immobilier, eh bien, il va définir les parties privatives et les parties communes, et on ne pourra pas sortir de là. Vous avez le concept aussi excessivement intéressant, également, d'utilité des charges. Les charges, elles doivent être utiles. Lorsque vous êtes au rez-de-chaussée et qu'on vous fait payer les charges d'ascenseur, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible, puisque les charges ne sont pas utiles à votre lot. D'accord? Donc ça, le principe d'utilité des charges, on a pléthore de contentieux sur ce concept-là. Les contestations des décisions de l'Assemblée générale, alors je vous explique très rapidement le mode de fonctionnement de la copropriété. Vous êtes copropriétaire, vous faites partie automatiquement du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, il se réunit en Assemblée générale pour voter un certain nombre de résolutions. Ces résolutions, ça peut être le budget,
Ça peut être l'autorisation, par exemple, de vendre une partie des parties communes à un copropriétaire. Ça peut être des décisions relatives au ravalement de façade, ça peut être des décisions relatives au chauffage collectif, etc. etc. La copropriété, il faut évidemment comprendre son fonctionnement. Alors après, j'allais dire le bras séculier, le bras armé du syndicat des propriétaires, c'est le syndic. Alors le syndic, il y a certains modes de choix d'élection du syndic. Le syndic, c'est celui qui agit pour le compte du syndicat des copropriétaires, c'est celui qui va le défendre en justice, c'est celui qui va également donc décider des travaux sous le regard et le contrôle du conseil syndical. Le conseil syndical, c'est, j'allais dire, une émanation de l'Assemblée générale des copropriétaires, basée sur quelques petits copropriétaires bien énervés, bien chauds. Hein. Les membres du conseil syndical sont toujours des gens excessivement impliqués, peut-être trop, mais en tout cas des cas, c'est des gens qui s'informent, qui ont les informations et qui peuvent vous les donner. Excessivement important. Alors, les charges, évidemment, une partie des charges de copropriété qui pèsent sur votre lot, eh bien vous allez les répercuter sur votre locataire dans certains cas. J'ai balayé rapidement les charges de copropriété, je vais venir donc à l'essentiel de mon intervention, c'est la location, puisque j'imagine que votre investissement immobilier va être soit résidence principale, soit dans le but de faire un investissement locatif. D'accord ? Donc, quelle location? Alors là, depuis en plus la loi Allure qui a un petit peu bouleversé tout ça, vous vous retrouvez avec un certain nombre de régimes qui coexistent entre eux, qui se télescopent, et d'autres qui ont des spécificités. Alors je vais commencer par le bail meublé. Alors le bail meublé, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'habitation de locaux meublés. Alors attention avec les baux meublés. On a vu, et encore pléthore de contentieux, dire bon, allez, hein, on met un lit là, une télé, et c'est meublé. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un décret qui est paru en septembre 2015 et qui fait la liste exhaustive des éléments qui doivent composer la location meublée. À savoir une literie, couverture, dispositif d'occultation des fenêtres, plaque de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle. J'ai un arrêt de la Cour de cassation, il n'y avait pas de vaisselle, ça n'a pas été considéré comme un meublé. Extraordinaire. Ustensiles de cuisine, table vaisselle, étagère de rangement, luminaire, matériel d'entretien ménager. Alors attention, la seule preuve que vous allez pouvoir opposer aux locataires récalcitrants qui voudraient faire requalifier, j'allais dire, son bail meublé en bail de droit commun, eh bien, il va falloir faire un inventaire. C'est, j'allais dire, la condition sine qua non de la preuve du bail meublé. C'est-à-dire, vous allez faire le petit inventaire et vous allez faire signer à l'état des lieux d'entrée au locataire. Et là, vous êtes relativement blindé sur la qualification de bail meublé. Alors le bail meublé, pour y mettre fin, on est exactement dans les mêmes conditions que le droit commun, c'est-à-dire que vous devez, pour le locataire bien évidemment, respecter le fameux préavis de 3 mois, réduit à 1 mois en cas de mutation, de nouvel emploi, etc. etc. Et également, la différence avec la loi de 89, c'est-à-dire le régime commun, c'est l'absence de droit de préemption. On vient au droit commun, c'est-à-dire le bail d'habitation. Le bail d'habitation classique, alors le bail d'habitation, c'est celui que vous allez rencontrer le plus souvent, celui qui est issu de la loi du 6 juillet 1989 et qui a été profondément remanié par la loi Duflot. Alors, ce qui est très important aujourd'hui de savoir, c'est que depuis novembre 2015, il y a un décret qui est paru et qui borne les justificatifs que vous avez le droit de demander au locataire ou à la caution. Et cette liste, encore une fois, elle est limitative, vous ne pouvez pas demander plus. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, je vous la donnerai si vous voulez, mais cette liste-là, on ne peut pas y déroger. Vous avez également, au titre des garanties, lors de la formation du contrat évidemment, votre intérêt, c'est d'éviter de vous retrouver avec un locataire
qui ne paye pas son loyer est inexpulsable. Alors évidemment, vous allez prendre des garanties. Alors ces garanties, elles peuvent être protéiformes. Vous pouvez avoir, bien sûr, la garantie de loyer. Alors attention avec la garantie de loyer, c'est la perception, j'allais dire, de l'assureur est compris entre 2 à 3% du montant du loyer mensuel. Et faites attention de prévoir une garantie qui soit quand même relativement importante dans le temps. Lorsqu'on considère que le délai moyen pour expulser un locataire, c'est à peu près 15 mois, essayez quand même de trouver, mettez en concurrence les assurances de garantie de loyer pour avoir la meilleure assurance possible et la meilleure durée de garantie possible, pour éviter justement de vous retrouver vous-même à mettre la main au pot, pour compenser évidemment la défaillance de votre locataire. Alors très important, si vous n'avez pas d'assurance de garantie de loyer, vous pouvez évidemment vous tourner vers le cautionnement. Vous allez demander à une personne de la famille de se porter caution du locataire. Alors attention, vous ne pourrez pas cumuler, et ça c'est j'allais dire la nouveauté de la loi Duflot, vous ne pouvez pas cumuler le cautionnement et la garantie de loyer, sauf deux exceptions, si vous louez un étudiant ou si vous louez un apprenti. C'est extrêmement important, mais vous ne pourrez pas cumuler les deux dans la plupart des cas. Donc, alors, la résiliation du bail, c'est un petit peu ce qui intéresse le propriétaire. La résiliation du bail, eh bien, elle peut se faire dans 5 cas. Elle peut se faire donc, en cas, bien évidemment, du non-paiement des loyers, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription de l'assurance locative, très important, et l'usage non paisible des lieux résultant de troubles du voisinage. Si jamais votre locataire ne paye pas les loyers, premier réflexe, commandement de payer. Bien sûr, petite relance dans un premier temps, mais d'entrée de jeu, commandement de payer visant la clause résolutoire. Dans le contrat, maintenant les contrats sont des contrats types depuis décembre 2015, vous avez une clause de résiliation de plein droit. C'est-à-dire que si, à la réception d'un commandement de payer visant évidemment les loyers impayés dans le détail, les charges, etc., en cas d'inaction du locataire dans un délai de 2 mois, le bail est résilié automatiquement. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous allez arriver avec 2 Tchétchènes et foutre le locataire dehors. Pas possible. Et c'est d'ailleurs sanctionné d'une infraction pénale. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez devant le juge des référés pour lui demander de constater que le bail est résilié, puisque le juge n'a pas son mot à dire. La résiliation est automatique. Au bout des 2 mois, c'est terminé. Le bail ne résiste plus. Le juge des référés, lui, il n'a aucun pouvoir d'appréciation. Il considère, ok, je constate que le bail est résilié, et là, j'ordonne l'expulsion avec la force publique. Au niveau de la résiliation en cas de manquement du locataire, il va falloir aussi expulser physiquement le locataire. Donc, il y a une procédure que vous allez confier à votre huissier, commandant de quitter les lieux, etc. Et avec un certain nombre de garanties pour le locataire. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce que la loi Duflot également a prévu non plus un délai de grâce de 2 ans, mais maintenant de 3 ans. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut saisir le juge pour dire « Je suis désolé, est-ce que vous pouvez me donner un délai de 3 ans pour m'acquitter de ma dette ?» Et pendant ce temps, le bail survit. Le bail survit. Donc c'est la raison pour laquelle, je veux dire, on ne va pas se réveiller à la fin. C'est au début qu'il faut être réveillé. Les garanties, excessivement importantes, ou même le choix de votre locataire. Les étudiants, c'est une manne. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puisque, comme je vous l'ai précisé, vous pouvez non seulement cumuler la caution du papa ou de la maman, ou du vieil oncle, et également la garantie de loyer. Donc ce qui veut dire risque quasiment proche de 0 pour vous. C'est excessivement important. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec une procédure à n'en plus finir, je peux vous dire que l'expulsion du locataire va vous coûter excessivement cher. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours anticiper. Alors j'attire votre attention sur une clause qui a été rendue licite. Les chiens d'attaque peuvent faire l'objet d'une interdiction dans le bail. Et si le locataire enfreint ces dispositions, le bail peut être résilié également. Mais c'est vrai que lorsqu'on est sur les troubles au voisinage, un locataire qui est un peu indélicat avec les uns et avec les autres, qui met la chaîne à fond, qui fait la fête jusqu'à pas d'heure, il est vrai que pour l'expulsion,
là, le juge va reprendre sa liberté de vision et sa liberté d'appréciation de la gravité du manquement qui sera imputé au locataire. L'acte de location, c'est pas rien, il faut quand même se borner avant. Alors, qu'est-ce qui est à la charge du locataire et du bailleur lors de l'exécution du contrat? Eh bien, sont à la charge du locataire les menus de réparation. Les menus de réparation, ça peut être l'entretien courant des équipements mis à sa disposition, l'installation électrique, la plomberie, le chauffage, les menus de réparation, l'entretien courant des revêtements intérieurs et l'entretien courant de propreté, etc. Toutes les autres obligations, toutes les autres réparations, ce qu'on appelle les grosses réparations, mais encore une fois, le juge là a une appréciation qui est quand même relativement large, normalement restent à la charge du bailleur. Évidemment, les menus de réparation qui seraient à la charge du locataire, mais par un défaut d'entretien du bailleur, bah forcément c'est le bailleur qui va se l'éteindre. Alors la fiche d'immeuble, c'est très simple. Vous tapez fiche d'immeuble, c'est un formulaire CERFA. D'accord, c'est un formulaire qui est édité par l'administration, je ne me souviens pas du numéro, mais je pourrais vous le retrouver. C'est alors maintenant, ça s'appelle une fiche de renseignement. Dans cette même fiche de renseignement, vous pouvez soit vous renseigner sur l'identité du bien, soit sur le nombre de biens qui est détenu par une personne. D'accord? Vous avez monsieur X, il est né tant, vous avez son état civil, vous avez son adresse, etc. Vous allez remplir votre fiche et on va vous envoyer un relevé Fidji avec l'intégralité des biens qui sont détenus par cette personne. Ça aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, dans le cas d'un débiteur qui vous devrait de l'argent, etc., pour savoir quel est son niveau de solvabilité, par exemple. Une dernière question. Oui. Oui, alors, c'est une question en deux. Vous parlez du cadastre tout à l'heure, et je voulais savoir comment vous pouvez justement, où est-ce que vous devez aller pour se renseigner? La mairie. La mairie, tout simplement. Vous avez l'adresse du bien, d'accord, et vous avez obligatoirement la référence cadastrale qui vous sera donnée par la commune. En sachant qu'une chose, le cadastre n'est pas, encore une fois, une preuve de la propriété de quelque chose, hein, c'est un découpage fait par l'administration fiscale pour pouvoir prélever la taxe foncière. Hein. Le cadastre, c'est ça, à l'origine. Hein. Ça peut être un indice de preuve pour faire la preuve soit d'une servitude, d'un chemin, d'un truc, d'une ruine qui était cadastrée, donc elle est existante, etc. Ça peut être un indice, mais la plupart du temps, c'est quand même fait pour l'administration fiscale. Et vous parlez de SCI également, et je voulais savoir à quel point vous pouvez utiliser une SCI pour une transmission. Alors justement, la SCI se conçoit soit, comme je l'ai dit, dans l'acquisition d'un bien un petit peu plus important, en, j'allais dire, mettant en commun un certain nombre de moyens financiers, soit, comme je l'ai expliqué, avec la possibilité de démembrer les parts de propriété. Je prends un exemple, vous êtes propriétaire d'un bien avec votre oncle, votre tante, etc., et vous voulez eh bien, transmettre une partie de ce bien à vos enfants. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un notaire, vous allez faire une donation à vos enfants de la nue propriété des parts sociales. Vous parlez de tente et etc. Justement, si il s'agit d'une transmission entre tente ou il y a un degré de filiation qui est tout à fait direct, oui. Est-ce qu'il y a des possibilités, parce que j'ai entendu à droite à gauche qu'il y avait des possibilités d'utiliser des CI à part sociale, à part variable, justement pour, Oui, la fameuse société civile à part variable. Alors ça, c'est vrai que j'ai pas creusé la question, c'est un concept qui est encore assez récent, donc je ne peux pas vous dire plus, mais je pourrais faire des recherches si vous le souhaitez sur la société civile à part variable. Oui, ok. C'est bon? Vous pouvez applaudir Franck? Non, pas de problème. Alors, pour la petite histoire, j'ai rencontré Franck il y a 4 ans quand je travaillais en gestion de patrimoine. C'est un de mes premiers clients avocats. C'est un de mes tout premiers clients avocats avec sa conjointe qui est avocate aussi. Et donc, on a vachement sympathisé, on a gardé le lien depuis un moment. Et en discutant avec lui, quand je lui parlais un petit peu de formation, il m'a dit que lui aussi adorait la formation, il adorait transmettre. Et quand on adore transmettre, on en donne beaucoup. Et du coup, il nous a donné beaucoup de choses. Alors, on va dépasser un petit peu le timing. Il a approfondi certaines choses, il n'a pas pu vous parler d'autres choses. Le droit, vous l'avez vu, c'est complexe. C'est un langage qui est particulier, c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et le problème, c'est que comme ça paraît chiant, excusez-moi du terme, mais ça paraît chiant, du coup, on ne se plonge pas dedans. Et
comme on ne se plonge pas dedans, et ben, il nous arrive des erreurs, il nous arrive des choses des fois, on se dit, mince si j'avais su. Donc il a essayé de balayer un maximum de choses, et c'est très difficile en 1 heure de résumer 7 ans d'études et 20 ans d'expérience. Donc voilà, je remercie Franck, il va y avoir la pause. Ah ben non, en fait on était presque à la fin. Bravo Franck. On n'était pas loin des questions, super. On va passer à la pause. Juste avant la pause, profitez un maximum de ces temps-là. Déjà, profitez pour prendre un maximum de notes. Vous allez avoir l'occasion aujourd'hui de rencontrer des gens que vous n'avez pas forcément l'occasion de rencontrer dans la vie de tous les jours. Un avocat, un expert comptable, un marchand de biens, un investisseur, un blogueur. Ce pas forcément des gens que vous avez l'habitude de rencontrer. Posez-leur un maximum de questions. Cette journée, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ce que vous allez entendre aujourd'hui, mais elle est faite aussi pour les pauses et le déjeuner à midi. Donc là, on va avoir environ 20 minutes de pause. Rafraîchissez-vous, aérez le cerveau surtout, vous en aurez besoin. On sera moins sur du langage technique après, ça va être plus sympa. Donc voilà, aérez-vous le cerveau, remplissez le ventre et posez un maximum de questions. Donc Franck, maintenant vous le connaissez. Je vous présente les quelques intervenants, comme ça vous saurez qui allez voir. Vous avez Raphaël qui est là. Raphaël, si tu peux te lever. Bon, vous levez la main, ça marche aussi, c'est pareil. Donc Raphaël qui est le blogueur investisseur, si vous ne le connaissez pas. Blog Club Millionnaire, si vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Vous pourrez aller le voir. Vous avez Caroline Artaud. Celui-là, c'est le marchand de biens qui va intervenir juste après. Pierre Coutouille, il attend juste dehors. Et il nous reste l'expert comptable qui va arriver à midi, mais je vous le présenterai tout à l'heure.